Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même bien sûr YouTube. Je suis encore et toujours Ciné-Touga, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'invité. Voilà, À travers le projecteur n'a pas d'invité aujourd'hui. C'est un nouvel épisode hors série qui concernera l'une de mes passions, autre que le cinéma bien évidemment, mais vous allez voir qu'aujourd'hui on va parler de cinéma et de cette autre passion qui est le sport automobile. Vous avez peut-être pu remarquer que j'avais fait quelques petites vidéos ces derniers temps sur Instagram et sur TikTok notamment, où je vous parle de certains films sur le sport automobile, où je vous en avais même parlé en story, bien évidemment, que j'étais en train de faire un petit marathon de plein de films sur le sport automobile, certains que j'avais vus, certains non que je n'ai pas vus, et pas que des films, mais aussi des documentaires. Et je dois dire que le sport automobile est peut-être ma deuxième grosse passion, puisque, attention, petite histoire, je vais vous raconter un peu ça tranquillement. Aujourd'hui, ça va être un petit peu un épisode très tranquille, où je vais vous un peu me raconter ma vie. Parce que oui, aussi, dernier détail, c'est le dernier épisode de la saison. Voilà, c'est acté, c'est réglé comme ça, j'ai besoin de prendre un peu de vacances. Un mois de vacances sera pris et on reviendra pour une période très spéciale du podcast. Vous allez comprendre pourquoi en temps et en heure quand le podcast de la saison 2 sortira. Mais en tout cas, voilà, cet épisode-là, c'est un épisode plus tranquille, c'est un épisode hors série. Et donc j'espère que vous apprécierez quand même. Donc on va parler aujourd'hui bien évidemment de sport automobile et aussi des films sur le sport automobile, sur les documentaires aussi du sport automobile, parce qu'il y a énormément de matière à parler. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler d'abord un petit peu de comment est venue cette passion du sport automobile. C'est ma première véritable passion, c'est le sport automobile, puisque je l'ai depuis que j'ai mes 4 ans, 3 ans peut-être, puisque j'ai commencé à regarder de la F1 donc pendant la saison 2004. Donc 2004, j'avais entre 3 et 4 ans, on va dire, et je voyais des voitures rouler qui tournaient autour d'un circuit. C'était un peu la mentalité qu'on avait à l'époque sur la Formule 1, avec un énorme V10 t'arrachait les oreilles, et moi j'étais fasciné, captivé par ça. Il me suffisait de peu. J'aimais les voitures, j'aimais quand les voitures allaient vite et qu'elles faisaient un beau bruit, et la Formule 1 c'était un peu le pinacle. Et on était vraiment à cette période où certains Michael Schumacher était à son apogée en 2004, où il remportera son 7e titre de champion du monde. Ensuite, la fièvre de la Formule 1 ne m'a jamais vraiment quitté, elle est restée jusqu'à encore aujourd'hui, et la mentalité sur la Formule 1 a énormément changé depuis. On est passé d'un sport assez, pas obscur, mais quand même assez de niche, avec une appréhension très différente, qui au fil du temps a évolué, et notamment grâce à Netflix, à Drive to Survive, on va un petit peu parler de ça après, a globalisé énormément et a rendu la Formule 1 populaire, et qui s'inscrit complètement dans la culture populaire maintenant aujourd'hui. Mais n'oublions jamais que le sport automobile n'est pas que la Formule 1, il y a d'autres catégories et que j'aime tout aussi, et que j'ai appris à connaître un peu plus tard. Déjà, il y a l'endurance, les 24 heures du Mans, qui est une course exceptionnelle. Le WEC, de manière générale, c'est exceptionnel. Je vous encourage vraiment à aller voir. Si vous aimez la Formule 1 et que vous voulez avoir un peu plus de contenu sur le sport automobile, je vous conseille sincèrement d'aller voir de l'endurance. C'est complètement différent. On est sur des stratégies complètement différentes. Déjà, ça peut durer entre 6 heures et 24 heures. Et c'est un peu plus long, mais il y a de la dramaturgie qui peut être créée derrière. Il y a énormément de compétitions, énormément de voitures différentes. Et pour le coup, comparé à la Formule 1, on est vraiment sur une liberté beaucoup plus grande en termes d'innovation. C'est là où toutes les grandes innovations ont été créées. C'est pendant les 24 heures du Mans, ou même pendant les courses d'endurance de manière générale, que ce soit Daytona, ou que ce soit des courses d'endurance que le type Spa, Monza, Brésil, etc. Donc, il y a l'endurance, il y a absolument le rallye que j'ai découvert pendant l'apogée, bien évidemment, d'un certain Sébastien Loeb. Et autant vous dire que c'était magnifique à voir. C'est course. La catégorie de course automobile la plus fun et la plus incroyable qui existe, c'est le rallye. Pour le coup, c'est des barjots de faire ça sur des routes qui, normalement, sont un peu ouvertes. Bon, là, elles sont fermées, mais
de la manière de tous les jours, elles sont prises, ces routes. Que ça soit sur bitume, que ça soit sur asphalte, du coup, que ça soit sur terre et sur neige, ils hésitent jamais, ils y vont à fond, avec le public sur le côté. C'est une expérience grandiose, vraiment, une prouesse technique, des pilotes qui sont vraiment exceptionnels, avec le copilote aussi qui aide, c'est vraiment magique. Et pour le coup, une catégorie que je ne regarde peu, voire pas du tout, pour l'IndyCar, qui est un peu la Formule 1 américaine, que je regarde généralement pour les 500 miles d'Indianapolis, qui fait partie de la dernière course de la triple couronne. Alors qu'est-ce que la triple couronne ? C'est un peu le firmament qu'un pilote peut avoir. Il y a 3 courses mythiques dans le monde qu'il faut remporter pour être vraiment sacré pilote d'exception. Il n'y en a qu'un seul qui l'a fait dans sa vie, c'est un certain Graham Hill qui l'a fait en 1965, 66. Vous pouvez me corriger, ceux qui savent un peu plus que moi. C'est le seul pilote qui a réussi. Il y en a d'autres qui ont failli réussir ou qui sont en passe de réussir, notamment Fernando Alonso. Parce qu'il faut avoir remporté 3 courses mythiques qui sont dans 3 catégories extrêmement différentes, que ce soit donc le Grand Prix de Monaco en Formule 1, les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis. 3 typologies de courses totalement différentes, comme vous l'en doutez. Voilà, c'est ces 3 courses-là qu'au moins je regarde tous les ans, même si vous en doutez que moi je regarde plus les championnats que les courses en elles-mêmes, à part pour l'IndyCar bien évidemment et la NASCAR que je ne regarde absolument pas. Enfin, dernier point, bien sûr, dernière catégorie que je n'ai pas trop parlé, le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, je dois bien vous avouer que c'est peut-être l'une des catégories que je regarde le moins. Malheureusement, je le passe très souvent à la trappe, et pendant une toute petite période, il y avait eu Pax Peak, mais bon, je n'ai pas regardé, donc voilà. Si vous voulez savoir ce que je regarde le plus, c'est quand même la FF1, l'endurance et le rallye. Voilà, c'est un peu les 3 que je regarde le plus. Donc là, vous avez un petit peu le grand contexte, en tout cas, bien évidemment. Et j'ai envie, voilà. Maintenant, on va un petit peu parler des différents films qui existent sur le sport automobile. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup trop, mais je vais vous en faire une grosse sélection de tout ce que j'ai vu. Vous en faire peut-être découvrir certains, comme ce que j'ai pu faire sur Instagram et TikTok. Voilà, avec certains, et on va commencer d'ailleurs avec eux. C'est Alors, c'est pas les tout premiers films sur le sport automobile qui existent dans le monde. Attention, parce qu'on pourrait y croire qu'au Grand Prix de 1966, donc fait par John Frankenheimer, est le tout premier film sur le sport automobile. Non, il y a un film qui existait bien avant et qui est sorti en 1949 et qui s'appelle The Big Wheel, que je n'ai pas vu. Voilà, c'est un film sur le sport automobile. C'est le tout premier film sur le sport automobile qui s'appelle The Big Wheel. Je peux pas vous dire en tout cas sur les origines, mais en tout cas, le vrai premier grand film sur la course automobile, sur le sport automobile, et aussi le tout premier film sur la Formule 1, c'est Grand Prix, tout simplement, de 1966, qu'il faut que je vous en parle encore et encore, de John Frankenheimer, qui est un bijou, vraiment un bijou pour l'époque, et qui est encore un bijou aujourd'hui. C'est un film qui date de 1966, comme je vous ai dit, et qui a encore aujourd'hui des scènes de course totalement folles et totalement exceptionnelles. Vraiment, je vous recommande vraiment d'aller voir ce film, rien que pour ça. Il a une grosse comparaison, bien sûr, avec F1, bien sûr, qui est sorti il y a quelques mois de cela. Je peux vous dire que Grand Prix atomise F1 pour plusieurs de raisons. Déjà, je trouve que sa mise en scène est bien mieux fichue pour raconter les courses que F1, parce que F1, oui, c'est peut-être très spectaculaire, très immersif, mais c'est assez gerbant, faut bien le reconnaître, c'est un gros problème. C'est très gerbant F1 quand vous regardez. Il ne laisse pas le temps au spectateur de voir toutes les actions. Alors oui, bien sûr, c'est un peu fait exprès pour comprendre un peu à quel point la F1 ça va vite, etc. Ok, on a compris, mais le réalisateur de F1 avait déjà fait aussi Top Gun Maverick, et qui pour le coup Top Gun Maverick laissait plus de temps aux images de respirer, et c'est beaucoup plus digeste, et le sport automobile et les avions de chasse se rejoignent un peu. Voilà, c'est l'un est en air et l'autre est sur terre, et les deux sont assez complémentaires. Donc il aurait pu le filmer de façon complémentaire, mais non, il ne l'a pas fait comme ça. Même si c'est extrêmement immersif. F1, on va parler un petit peu de F1 aussi. Bah tiens, tant qu'on y est, on va parler un peu de ces 2 premiers-là. C'est pas du tout le meilleur. C'est pas du tout le meilleur. Il y a énormément de problèmes au niveau de sa musique qui est inexistante. Hans Zimmer, il a vraiment
pris un chèque et s'est barré. Vraiment, il n'y a rien qui est marquant dans le film. Hein. C'est pour vous dire que tout le monde parle plus des musiques faites par les artistes en tant que tels que la musique de Hans Zimmer. C'est pour vous dire à quel point le niveau de Hans Zimmer il n'est pas là dans ce film. Le scénario est inexistant. Il n'y a rien qui donne un peu de substance au film. Malheureusement, tout est assez plat et creux. C'est vraiment très dommage. Le film F1 avait vraiment pour but de rendre accessible la F1 à un plus grand public encore, qu'il a très bien réussi, puisque je crois qu'il est à 600 millions de box-office, donc bravo. Même l'acting est vraiment pas incroyable. C'est pas le plus grand truc. Brad Pitt fait vraiment un peu le minimum syndical. C'est vraiment Damson Idris, si je me trompe pas, qui fait un super boulot. Et vraiment bien, il est vraiment convaincant dans ce rôle de jeune rookie assez arrogant. Il est vraiment bien. Et bien sûr, les scènes, pour le coup, en piste, sont vraiment assez impressionnantes et immersives quand tout est pris dedans. Mais, et là je vais dire un gros mais, c'est loin de Grand Prix de John Frankenheimer qui dure 30 minutes de plus que F1, mais qui, lui, a été fait quand même 50 ans plus tôt, 60 ans plus tôt, pardon, quasiment 60 ans plus tôt. Dans un an, ça fera 60 ans. Et ça n'a aucun sens à quel point ce film rend justice à ce que était la Formule 1 des années 60. C'est la période des années 60-70 est la période la plus meurtrière et la plus dangereuse de la F1, et ça a été tellement bien retranscrit dans ce film, que ce soit déjà dans les courses qui sont extrêmement impactantes dans le sens où on ressent chaque vibration. Vraiment, les pilotes, les acteurs pilotent réellement ces machines, on le sent, il y a un vrai sens du danger qui est mis dedans, et surtout on laisse la caméra respirer énormément, ce qui fait qu'on est complètement embarqué dedans. La sensation de vitesse est folle, elle est extrêmement folle encore aujourd'hui. Et c'est ça qu'on attend d'un film sur le sport automobile, c'est vraiment de transmettre et de retranscrire toute cette sensation-là. Et Grand Prix le réussit formidablement bien. Et il est encore plus aidé par un scénario où on parle de la mentalité des pilotes. On est vraiment sur une saison entière de Formule 1 et on suit vraiment 4 histoires de 4 pilotes différents qui sont à 4 stages différents de leur carrière. Et c'est extrêmement réel et réaliste, que ce soit déjà sur le doute et sur l'usure mentale que peuvent avoir les pilotes face à des décès, face à des gens qui se blessent en pleine course, de dire est-ce qu'ils vont lâcher complètement le truc parce qu'ils n'en peuvent plus de voir tout ça, d'être considérés comme un peu des animaux forts, des gladiateurs, et de ne pas amener de sécurité. On a aussi le fait d'avoir un pilote qui se fait rejeter par son équipe et qui doit trouver une autre équipe aussi. On a aussi un pilote qui a eu un énorme accident et que tout le monde le lâche, y compris sa femme, parce qu'il ne comprend pas à quel point pourquoi les pilotes de F1 ont une obsession grande pour ce sport, pour la F1, alors qu'ils pourraient risquer de perdre leur vie, mais ils le font. Et aussi la jeunesse, la fougue, etc., avec la vie bling bling, avec énormément de fêtes et aussi d'amour à l'époque. Et tout ça est extrêmement bien retranscrit dans le film. 3 heures qui passent, mais en un claquement de doigts, vraiment, avec un casting immense. On a quand même du Yves Montand, du Toshiro Mifune qui est dedans. Faut vous faire comprendre un petit peu qu'il y a un François Hardy qui est vraiment présent, vraiment comme un personnage extrêmement secondaire, mais il y a quand même de gros noms. Et oui, Yves Montand, en parlant un peu de lui, a vraiment le meilleur rôle dans ce film, le meilleur personnage, qui est Jean-Pierre Sarti, qui est vraiment le vétéran et qui un peu à l'usure là. Il est vraiment sur la fin, il est vraiment à l'usure et nous fait une énorme réflexion sur à quel point la victoire et aussi l'énorme risque des pilotes que prennent pour obtenir cette fameuse victoire, cette obsession de la victoire. Et franchement, excellent. Donc oui, je vous recommande extrêmement de voir Grand Prix de John Frankenheimer, qui est un peu une genèse de ce que
de ce qu'est le film de Formule 1 et il le montre trop bien, puisque en réalité, il y a rien qui a été filmé aujourd'hui en fait en termes de film de Formule 1. Tout a été retranscrit parfaitement dans ce film et F1 malheureusement n'a pas réussi à retranscrire tout à fait ça encore. On n'est pas du tout sur un aspect plus psychologique malheureusement qui n'a pas été mis en place dans la F1. C'est ce que je regrette un petit peu, de voir un petit peu ce que les pilotes pensent, etc. à ces hautes vitesses. Tout est resté un peu trop en surface malheureusement avec F1 qui est sorti cette année. C'est un peu dommage. Il y avait vraiment une sensation de louper, de manquer avec justement F1. Par contre, c'est vrai que vous allez me dire « Oui, mais attends, Touga, tu parles de Grand Prix, tu parles de F1, mais t'as pas parlé du The Best, du meilleur, celui que tout le monde parle comme étant le meilleur film de F1. » Oui, je vous rejoins, c'est mon chouchou, c'est Rush. Voilà, c'est la petite transition, voilà, on se fait tranquillement. Rush, je suis obligé d'en parler, hein, Rush un petit peu quand même, même assez longuement quand même. Rush de Ron Howard est un film exceptionnel qui relate admirablement bien la rivalité Niki Lauda, James Hunt. Alors, relate parfaitement bien. Non, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui ne sont pas historiquement réelles. Parce que, attention, pour ceux qui ont vu le film, je vais vous donner une petite info incroyable qui s'est réellement passée dans la vraie vie. James Hunt et Niki Lauda se tolèrent toujours. Ils ont toujours été beaux copains en dehors de la piste. Ils ont même été colocs, hein, c'est pour vous dire. En 76, ils n'ont pas une immense rivalité. C'est pas une rivalité un peu à la hollywoodienne, même si la relation qu'entretenaient les deux est à peu près la même, mais il n'y avait pas cette haine entre les deux. Il y avait un grand respect quand même entre les deux. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Daniel Brühl et Chris Hemsworth en tant que James Hunt et Daniel Brühl en tant que Niki Lauda sont des choix parfaits. Voilà, ils sont vraiment des choix parfaits. Ils incarnent parfaitement ces deux pilotes-là légendaires de la Formule 1. Surtout Daniel Brühl, qui, soyons honnêtes, aurait pu avoir un Oscar pour ce rôle, tellement il interprète à la perfection ce qu'est Niki Lauda. Il l'incarne parfaitement. Il incarne parfaitement, c'est bluffant, hein, même Niki Lauda le dit, hein, quand même. Et pour que lui le dise, parce que c'est quand même quelqu'un qui est très exigeant, généralement, il a été bluffé. Il a été complètement bluffé par le fait qu'il ait les mêmes mimiques, la même intonation de voix, le même accent autrichien qu'à Niki Lauda, alors que Daniel Brühl est allemand. Donc il y a quand même une différence. Donc bravo pour ça. Et Ron Howard, il le fait avec un film extrêmement énergétique, très différent de ce que propose Grand Prix et F1. C'est vraiment un autre prisme encore pris. On est sur un point beaucoup plus dynamique. Hein. Les scènes de conduite ne sont pas vraiment le grand cœur du film, hein, les scènes de course. Là, on s'attache énormément sur la rivalité entre les deux. Et cette rivalité suffit à faire un film grandiose et qui marche complètement bien. Et qui, pour le coup, a des musiques exceptionnelles. N'est-ce pas Hans Zimmer, puisque c'est Hans Zimmer lui aussi qui fait la musique de Rush, et qui pour le coup sont marquantes, bizarres. Parce que voilà, hein, quand on parle de vraie musique marquante de Hans Zimmer sur le sport automobile, on parle de Rush, mais on parle aussi du prochain film qu'on va parler et qu'on va faire cette petite transition, mais je vous le révèle juste après, évidemment. Mais voilà, ça c'est de la musique qui impacte énormément. C'est Rush. C'est Rush et Hans Zimmer le prouve qui peut faire des putains de bonnes musiques avec des thèmes impactants dans un film de sport automobile. Et Rush en est l'exemple parfait. Bravo Rush. Je n'ai rien à dire, hein, à part que il est dans mon top 3 de mes films de sport automobile préférés. C'est une réalité qui est montrée à la perfection, que je recommande absolument à tout le monde d'aller voir. Et vraiment, si je devais vous donner 2 films sur la F1, parce que c'est les 3 seuls films sur la F1 qui existent, en tout cas des grands films, enfin des films en long métrage, Rush et Grand Prix doivent être vus absolument. F1 aussi peut être vu, hein. Les 3 sont bien, au moins minimum,
Mais il y en a 2 grands films qui sont vraiment Grand Prix et Rush, que je vous recommande absolument d'aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et on va faire justement la transition vers une autre partie et une autre catégorie de sport automobile. Et ça, lien va être fait grâce à Hans Zimmer, qui a aussi fait un autre film en tant que musicien, en tant que compositeur, pardon, plutôt que musicien. C'est Days of Thunder ou Jour de tonnerre, avec ce bon vieux Tom Cruise, qui est donc réalisé par Tony Scott. Un film ultra 90s, hein, vraiment ultra 90s par excellence. Vraiment, si vous demandez à vos parents qu'est-ce qu'ils retiennent comme film de sport automobile, ils vont dire instantanément Days of Thunder ou Jour de tonnerre. Vraiment, c'est un film. Alors, il est pas si extraordinaire que par exemple un Grand Prix, un Rush par exemple, mais il a le mérite d'être extrêmement fun à regarder, comme le NASCAR. C'est vraiment un film extrêmement fun à regarder, sympa à regarder vraiment. Même si le scénar est pas grandiose, il est un peu pompé de Tom Gunn, pardon. On reprend les mêmes trames narratives que Tom Gunn et on met ça à la sauce NASCAR et ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne vachement bien. On s'y prête au jeu complètement. Tony Scott nous fait du Tony Scott et ça marche avec cette photo que moi j'adore. Hein. Dès que tu me mets un peu de coucher de soleil, de sunset, c'est fou. Moi je bande complètement et j'adore. Avec les bons gros V8 superchargés comme il faut. Il m'en faut pas plus pour apprécier le film. Le film est vraiment sympa. Il est inoffensif, il est bien, il est sympa, il est ok, tu vois. C'est pas le plus grand film, bien évidemment, sur le sport automobile, mais il est vraiment à regarder. Il est fun à regarder. On se laisse prendre au jeu. C'est un peu over the top à certains moments, notamment la relation amoureuse qu'il peut entretenir avec Nicole Kidman. C'est d'ailleurs grâce à ce film qu'ils vont être ensemble pendant 7 ou 8 ans, ou même un peu plus. Et c'est un film que je vous encourage et que je vous donne envie d'aller voir. Voilà, tranquillement. Days of Thunder, c'est un film que je vous conseille. Allez voir, c'est tout aussi sympathique à aller voir comme film de NASCAR. Bravo. Bravo en tout cas. Voilà, c'est pas un film qui va marquer. Hein. Voilà, c'est sûr, mais c'est pour passer un bon moment. Regardez Days of Thunder, c'est plutôt fun, c'est plutôt tranquille et vous allez bien aimer. Si bien sûr vous aimez les voitures et les bons gros V8 qui crient bien fort. Voilà, c'est un petit peu les seuls requis pour avoir. Un autre film qui parle de NASCAR, mais qui, pour le coup, est une énorme parodie du film, justement, Jour de tonnerre, c'est Talladega Nights, si je ne me trompe pas le nom. Talladega je n'ai plus... Attends, je vais trouver le nom. Talladega Nights. Voilà, la balade de Ricky Bobby. Donc sorti en 2006, réalisé par Adam McKay, un peu le réalisateur comédie US par excellence, avec Will Ferrell et John C. Reilly, qui ironiquement joue aussi dans Days of Thunder et participe aussi dans ce film-là, dans Talladega Nights, qui est aussi un film extrêmement con et ça se sent ultra parodique de Jour de tonnerre, parce qu'il reprend un peu la même trame mais en version ultra parodique. Et c'est un moment fun, un moment marrant. Voilà, c'est un petit film que vous regardez le soir entre amis avec une petite bière à la main. Voilà, c'est ce film-là qu'il vous faut. Talladega Nights. Il est con ce film, mais il est con, mais il est drôle. Donc vous pouvez aller les yeux fermés. J'ai pas grand-chose à dire sur Talladega Nights, à part que vraiment, si vous avez besoin d'un film pour déconnecter votre cerveau, c'est un film fait pour. Vraiment, il est con, il est absurde au possible, il est marrant à certains moments.
moins que d'autres. Mais c'est un plutôt bon film comique qui parodie très très bien Jour de tonnerre. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir. C'est pour votre petite curiosité personnelle. C'est un moment que vous allez apprécier. En tout cas, il y a pas mal de petits noms quand même dedans. Il y a Will Ferrell, John C. Reilly pour citer. Il y a Sacha Baron Cohen qui joue d'ailleurs un pilote de F1 mais qui vient en NASCAR pour avoir un peu plus de challenge. Il y a aussi Amy Adams aussi dans le film. Donc voilà, il y a quand même un peu du beau monde dans ce film. Mais voilà, un petit film comique, ça se fait rare un peu les films comiques sur le sport automobile. Et Talladega Nights, c'est vraiment dans son jeu à lui. Vraiment, il est là, il fait pas de mal, il est chill quoi. Il est chill, le film est chill. Il a pas grand chose à dire. Voilà, c'est un film comique, mais que je vous conseille d'aller voir. Voilà, tout simplement. Par contre, quand on parle de films de NASCAR, on parle bien évidemment d'une trilogie. Voilà, parce que qui dit NASCAR, on pense tout de suite à ces films-là. Je veux bien évidemment parler de Cars. Et oui, la trilogie Cars, donc qui est pour moi bien évidemment les meilleurs films sur le NASCAR. Et de très très loin. Et alors, la trilogie Cars est un peu inconsistante parce qu'on a deux films qui sont vraiment excellents. L'un qui est mon doudou quasiment ultime, vraiment, hein, qui est Cars 1. Donc je peux pas dire du mal de ce film, c'est tellement un film grandiose, Cars 1, et je vais vous dire ça juste après. Cars 2, j'ai envie de te buter. Mais vraiment, tout le temps, à chaque fois que je vois ce film, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Comment ce film existe? Ce n'est pas une vraie suite. Pour moi, si je devais donner une vraie suite, c'est Cars 3, qui est une suite logique à Cars 1, alors que Cars 2, on dirait presque un spin-off. À quel point il n'y a rien qui est en raccord avec le premier. La seule chose positive que je vais dire sur Cars 2, c'est le tournoi international avec les voitures. Voilà, ça c'était cool. D'ailleurs, il y a une version longue où il y a encore plus de scènes comme ça sur les courses automobiles. On aurait aimé avoir ça tout le temps. Mais malheureusement, on n'a pas eu ça. On a eu une daube qui voulait parodier James Bond avec Martin en personnage principal. Oui, Martin est le personnage principal dans Cars 2. Hein. C'était pas Flash. C'était pas Flash McQueen, le personnage principal dans Cars 2. C'est pour vous dire à quel point ce film a un pet au casque, a un problème. Mais on va se calmer un petit peu, on va quand même parler de choses très positives maintenant. Cars 1. Que dire de Cars 1 ? Que dire de Cars 1 à part que ce film est, comme je viens de le dire, un doudou monstre de mon côté. Je l'ai vu dès sa sortie, quasiment au cinéma. Je crois que je l'ai vu au cinéma. Je me souviens plus trop. Ma mémoire me joue un tout petit peu des tours des fois. Et j'ai surkiffé, vraiment. Hein. Moi qui adore les voitures, alors je peux vous dire que des voitures vivantes, c'est vraiment exceptionnel. Mais à chaque fois que je revois ce film, il y a toujours ce côté doudou, bonbon, etc. Mais surtout, le film a des qualités exceptionnelles qui fait que c'est un grand film, tout court. Hein. C'est pas juste un grand film pour enfants. Non, c'est un grand film parce que il aborde des thématiques très très importantes, hein, que ça soit bien évidemment la famille, simplement. Déjà, il y a ce point-là de la famille, avec justement les amis qu'on se crée, la famille qu'on se crée tout simplement avec Radiator Springs, et l'instant présent. Savourer l'instant présent, voilà. C'est savourer l'instant présent, hein, c'est l'un des plus gros points du film, et qui, bizarrement, m'a tellement ancré en moi et à mon moi que je retiens encore cette thématique-là, encore en vie, et je l'instaure encore très très bien dans ma vie de tous les jours. Vivre l'instant présent, profiter de l'instant présent, profiter des choses à son rythme, ne pas être pressé, ne pas être toujours dans un stress et dans une rapidité grande, qui est symbolisée par l'autoroute qui permet de gagner 10 minutes alors que on pourrait vivre une petite aventure, prendre son temps, découvrir de nouvelles personnes, avoir des nouveaux liens,
en passant par cette fameuse route 66, bien sûr, hein, celle de Radiator Springs. Et c'est aussi un film qui change, bien évidemment, notre ami Flash McQueen, hein, qui au début est un homme extrêmement... Enfin, une machine. Un homme-machine? Une voiture? Une voiture complètement arrogante, un peu imbu de lui-même, hein, qui n'a pas besoin de personne, qui pour lui, voilà, je suis le meilleur au monde, etc. Et qui n'a qu'un objectif, un dinoco, etc. Et qui, bien évidemment, on va le comprendre par la suite, hein, par cette rencontre à Radiator Springs, qui va le changer en mieux. Il aura rencontré des gens exceptionnels, des personnes qui le considèrent et qui le considèrent comme une amie, comme des amis, et surtout comme une famille. Et c'est ce qui lui manquait en fait. C'est une personne qui est extrêmement seule et qui, grâce à ces concours de circonstances, va tout simplement devenir une plus grande personne et qui, sans trop spoiler bien sûr, même si je pense que tout le monde a vu un peu Cars, va décliner l'offre de Dinoco à la fin pour des raisons et rester avec cette famille parce que c'est ce qui le tient, c'est ce qui l'attache. Donc voilà, un petit film doudou vraiment, Pixar. Cars 1 qui est grandiose, hein, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a rien à dire. C'est toujours une folie, c'est toujours fun à regarder, je prends toujours un excellent moment. C'est peut-être le film le plus cool, le plus fun à regarder sur le sport auto. Vraiment, c'est le plus fun dans Cars 1. Il n'y a pas mieux en termes de coolitude, de fun. Regardez Cars 1, c'est très très bien. Mais Cars 1 qui est indéniablement un film excellent pour énormément de gens. Il y a un autre film qui a été beaucoup plus divisé et que je ne comprends pas, c'est Cars 3. Cars 3 qui, attention, je vais me faire énormément de détracteurs, mais Cars 3 est peut-être l'un, voire peut-être le plus beau Pixar fait. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? T'as de la merde dans les yeux, etc. Et je trouve que déjà, le jeu de lumière dans ce film n'a jamais été mieux répliqué que dans Cars 3. Il est exceptionnel, ce jeu de lumière. C'est presque du photoréalisme à ce point-là. C'est pour vous dire un peu la technicité du truc. Les voitures sont vraiment exceptionnelles. Les environnements sont trop bien faits, notamment dans le troisième acte qui est exceptionnel, extraordinaire. Un film qui passe extrêmement rapidement, voire même presque plus rapidement que Cars 1, et c'est pour vous dire à quel point que le rythme est super dans ces films-là. Et dans Cars 3, on va suivre justement, on a connu l'ascension de McQueen dans le 1, et dans le 3, on va connaître la descente, tout simplement. Puisque on a connu le pic, justement, on connaît le prime, le pic de Flash McQueen, il va tout remporter. Et dans le 3, on va connaître cette descente-là, avec justement cette mentalité du pilote qu'on va énormément développer chez Flash McQueen et qui est extrêmement réaliste puisque un pilote a énormément d'ego. Et pour le coup, Flash a énormément d'ego puisque il veut retrouver sa forme d'antan, il veut retrouver sa gloire d'antan, il veut retrouver les victoires, etc. Alors qu'il y a une nouvelle génération de voitures, de pilotes qui arrivent avec Jackson Storm. Et notre cher ami Flash est complètement aveuglé par le fait de revenir en top forme et il est complètement un peu aveuglé, tout ça. Et tout cela est développé aussi avec le prisme et le fantôme de Doc Hudson, qui était son maître dans le premier et qui malheureusement est décédé dans le troisième. Et c'est exceptionnel, c'est très émouvant parce qu'on va comprendre un petit peu des fois qu'un pilote doit savoir accrocher les crampons à un moment donné. Mais un pilote ne pense jamais à ça, il se dit qu'il peut toujours rebondir. L'ego est énorme chez un pilote. C'est le film qui peut-être le retranscrit le mieux, Cars 3. Cet ego-là, cette envie de toujours continuer, d'aller plus loin, de toujours se battre face aux nouvelles générations, de se dire arrêtez, vous voulez me foutre au carreau alors que j'ai toujours cette même puissance, j'ai toujours cette même envie, cette même niaque pour y aller, mais qu'au final rien ne change et qu'au final notre cher ami Flash doit à un moment voir que la nouvelle génération doit prendre enfin la relève
tout simplement, et il voit qu'il n'est plus du tout au même niveau, mais cet ego-là qui l'a aveuglé tout ce temps, il l'a enfin réalisé il a enfin vu qu'en réalité, il avait cette solution en face de lui, c'est en fait la passation, tout simplement, cette passation de pouvoir, ce passement de torche, on va dire, ce passage de flambeau, exactement. Ce passage de flambeau entre lui et Cruz Ramirez qui va lui reprendre le pas et par un cercle extrêmement efficace, Flash qui était au début de sa carrière justement idolâtrait Doc parce que c'était une légende des circuits, qu'il avait gagné 3 Piston Cup et qui était son entraîneur, il va devenir ce qu'il était Doc, savoir une légende qui a remporté, attention, et ça c'est dans le lore, c'est réel, 7 Piston Cup. Flash reprend le rôle qu'a pris Doc et il comprend maintenant la vision que Doc avait de lui avant. Et c'est extrêmement bien fait et on le comprend avec ce film-là, Cars 3, et c'est vraiment génial. Voilà, il est vraiment sous-coté. Je comprends pas les gens qui n'aiment pas trop ce film. Je suis un peu déçu. C'est une vraie suite à Cars 1 et si vous voulez vraiment voir Cars, faites Cars 1, Cars 3 et vous verrez que, bizarrement, quand vous voyez les deux films coup sur coup comme ça, ça change tout. Ça change un peu tout. Et c'est très 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 bien. Voilà. J'ai beaucoup parlé de Cars 3, mais il faut parler de Cars 3 parce que c'est déjà un beau, c'est très émouvant et ça représente très très bien les mentalités de pilote que peut avoir dans le sport automobile. Donc bravo Cars, bravo Cars d'avoir créé ça. Je t'aime, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Ça c'est tout pour le NASCAR, mais on va rester un petit peu dans la partie américaine du sport automobile, mais il faut quand même parler de choses qui fâchent, de choses horribles, de choses qu'on aurait préféré ne jamais voir dans notre vie. Je dois parler du pire film de sport automobile qui existe dans ce monde. Il s'agit de Driven, avec Sylvester Stallone. Non mais à un moment, il faut parler de ce film. Il faut parler de ce film sorti en 2001. Il est immonde. S'il y a bien pour le coup, un film que je vous recommande d'aller voir alors que c'est un film de merde, c'est bien Driven. Il est nul à chier. Il est nul à chier ce film. Mais vraiment nul à chier. Par contre, vous décrochez votre cerveau et vous regardez ce film en n'ayant aucun esprit critique, c'est le film le plus con et le plus hilarant de tous les temps. Vraiment Driven. C'est un film qui, à la base, devait être un film sur la Formule 1. Heureusement que c'en est pas un. C'est en réalité un film sur l'IndyCar, parce que c'était la chose qui se rapprochait le plus de la Formule 1. Et Stallone qui joue du coup ce fameux pilote de IndyCar qui, de souvenir, était un pilote soit expérimenté ou soit à la retraite et qui revient. Et qui est donc John Tanto, et qui a des façons de conduire assez particulières, on va dire, en mettant des pièces sur la piste qui lui donnent des marques pour savoir s'il a fait un bon temps ou pas. Le film est débile, Vraiment, il n'y a rien qui va dans ce film Driven, mais c'est hilarant à voir. C'est hilarant à voir tellement le film n'a aucun sens. J'ai pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. C'est très mauvais. Le film est très 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 mauvais. Mais vraiment, prenez une soirée, déconnectez votre cerveau. Je sais pas, prenez de l'alcool, mettez-vous un joint. Je sais pas. Faites ce que vous voulez. Et vous allez voir que le film, c'est presque un nanar à ce niveau-là. C'est pas un nanar, mais non, mais c'est un film de merde, mais qui est totalement débile, quoi. Oh, il y a une scène. No spoil, hein. Il y a une scène. Où ils conduisent des voitures d'IndyCar en pleine ville. Et cette scène-là, elle est hilarante. elle est hilarante, je peux pas trop vous en dire parce que ce serait gâcher un petit peu le surprise. Donc voilà, fallait quand même que je vous parle quand même du pire film sur le sport automobile qui est quand même Driven. Non, faut pas, vraiment. Faut pas. Mais bon, on va passer du film vraiment qui est vraiment le plus pourri à peut-être le film sur le sport automobile le plus pur. Il y en a certains qui le savent déjà puisqu'ils ont vu les fameuses vidéos sur Insta et sur TikTok, qui a un peu d'ailleurs explosé un petit peu cette vidéo-là. C'est celle du Mans
de Steve McQueen. Je dis de Steve McQueen parce que en réalité, sur Letterboxd, ils vous disent que c'est un film de je ne sais plus qui, je vais vous vérifier ça tout de suite, de Lee H. Katzin, mais en réalité, c'était absolument pas lui qui a réalisé. On peut dire presque que c'est un film de Steve McQueen avec Steve McQueen, écrit avec Steve McQueen, alors qu'en réalité, le film n'est pas écrit, il n'y a pas de scénario. Et c'est pour ça que c'est le film le plus pur sur le sport automobile. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que en réalité, ce film, c'est très simple. On va suivre la course des 24 heures du Mans pendant 1h44, où il n'y a quasiment pas de dialogue. On va suivre juste la course de bout en bout des 24 heures du Mans. C'est presque un documentaire, à la limite. C'est comme je l'ai dit, le film sur le sport automobile le plus pur. Il n'y a pas de grandiloquence hollywoodienne comme des films comme F1, Grand Prix, Rush. Rush un petit peu, il y a quand même des parties un peu hollywoodiennes, et surtout son homologue. Le Mans 66, Ford v Ferrari, qu'on va parler juste après aussi. Et Le Mans, si vous voulez connaître ce que un passionné de sport auto veut voir, c'est Le Mans. C'est Le Mans avec Steve McQueen. Quand tu regardes les 24 heures du Mans, là on se croirait presque dans c'est dans un documentaire. C'est vraiment exceptionnel. On a les 40 premières minutes du film n'ont pas de dialogue. Les 40 premières minutes du film Le Mans n'ont pas de dialogue. On suit Steve McQueen qui arrive au Mans, qui voit la scène de son accident aux 24 heures du Mans de l'an dernier. On comprend tout. Tout est expliqué de façon exceptionnelle, sans rien dire. La mise en scène est folle, elle est parfaite. Et ensuite, on arrive aux 24 heures du Mans. Tout nous est expliqué à travers uniquement le narrateur, le commentateur de piste des 24 heures du Mans. C'est que comme ça qu'on connaît un peu les détails pour les gens un peu néophytes des 24 heures du Mans. Mais il n'y a aucun dialogue de tous les acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue de Steve McQueen, etc. Tout est fait sur le regard. Il y a une tension qui se crée, qui est énorme. Et ensuite, on a le début de course. On a ce premier relais qui dure 2 heures dans la course des 24 heures du Mans, mais qui en réalité dure 10-15 minutes dans le film. Et c'est génial. Et ensuite, on sort et c'est là qu'on va avoir les tout premiers dialogues. Et c'est des dialogues extrêmement simples. Il n'y a pas de scénario. Il n'y a quasiment aucun scénario dans le film. Et c'est ça qui est génial avec le Mans. C'est vraiment le truc que Steve McQueen voulait faire, parce que c'est un énorme féru de sport automobile. Il a déjà fait des courses automobiles et même à du très très haut niveau. Il a failli gagner Daytona. Je sais plus si c'était en 69 ou 70 avec la Porsche, justement, qui est représentée dans le film Le Mans. Donc c'est pour vous dire que ce mec-là est un féru de sport automobile. Il était d'ailleurs complètement dégoûté que le film Grand Prix de 1966, donc avec John Frankenheimer, est sorti. Il était vraiment extrêmement dégoûté. C'est un peu à cause de ça qu'il voulait faire ce film. Et si vous voulez encore plus de détails sur ce film, je vous recommande absolument de voir le documentaire Steve McQueen, The Man et Le Mans, qui raconte encore plus de détails sur le film, notamment qu'il a dépassé son budget, qu'il a fait virer le réalisateur initial du film, qui était le réalisateur de Bullitt et de La Grande Échappée. C'est The Great Escape, je crois que c'est ça. Donc les deux grands succès de Steve McQueen. Donc c'était ce réalisateur-là, mais je n'ai plus du tout le nom de ce réalisateur, en tout cas, qui l'a joué. Je vais vous dire ça tout de suite, mais c'était en tout cas, voilà, c'était le même réalisateur. C'était Peter Yates. Peter Yates qui a fait du coup... Non, attends, je lui dis des bêtises. Attendez. Non, je dis des grosses bêtises. C'est pas Peter Yates. Parce qu'il n'a pas fait La Grande Échappée. Qui a fait La Grande Échappée? Je sais qu'il a fait... Voilà, c'est John Sturges. Voilà, c'est lui qui l'a fait, pardon. Excusez-moi, ce n'est pas le réalisateur de Bullitt, mais voilà, c'est celui qui a fait La Grande Échappée et The Magnificent Seven. Voilà, c'est ça. Où il y a Steve McQueen dedans. C'est les deux films à laquelle voilà, il avait déjà participé et il devait faire à la base Le Mans et ce John Sturges, mais à un moment il en avait ras le cul de l'omnipotence presque de Steve McQueen, parce que c'était vraiment son joujou, c'était son bébé, c'était son joyau. Il voulait absolument pas qu'on le ternisse. Et à un moment, les studios, ils en avaient marre, ils ont dit il faut qu'on ait quand même un scénario. Et John Sturges voulait un scénario aussi dans le film. Et malheureusement,
il a quitté le projet parce qu'il en avait marre, parce que ses directions n'ont pas été prises. Et on s'est retrouvé avec un film qui a quasiment pas de scénario, qui nous montre une course. Et c'est ce qu'il fallait. Et j'ai envie de dire merci un peu à Steve McQueen qui a quand même gardé les choses telles qu'elles est. Et c'est un film vraiment qui, pour tout fan de sport auto, quand vous regardez ce film, ça vous transporte. C'est juste... bon, pour le public lambda, ils vont se dire c'est juste une course, bravo. Mais pour un fan de sport auto, c'est encore plus grand que ça, parce que pour le retranscrire parfaitement, ce que les pilotes ressentent, la tension qui est représentée, bravo le mot. J'ai rien à dire de plus. C'est un film qui peut ne pas plaire à tout le monde, parce que pour le coup, même s'il dure 1h40, il peut être rapidement chiant pour le public un peu néophyte. Mais c'est Le Mans qui est vraiment la chose la plus pure en termes de film de sport automobile. Et ça, il n'y a même pas à discuter. Grand Prix de 66 est pas loin derrière aussi. C'est les deux films les plus purs, je dirais, sur le sport auto de manière générale. L'un pour la Formule 1 et l'autre pour l'endurance, pour les 24 heures du Mans. Et avec ceci, je ne vous ai pas encore parlé de son homologue, Ford v Ferrari, Le Mans 66, sorti en 2019, réalisé par James Mangold, qui lui, pour le coup, est aussi un très bon film sur le sport automobile. Il est du même acabit que Rush. C'est deux films modernes, l'un pour la F1 et l'autre pour l'endurance, qui doivent être vus, qui sont des gros parallèles à Grand Prix et Le Mans. Voilà, c'est les deux versions de Grand Prix et Le Mans, mais de façon moderne, et qui sont tous les deux excellents. Je comprends pas, je prends pas F1 dedans, parce que F1, comme je l'ai dit, il est un peu en dessous. Le Mans 66 retrace parfaitement la rivalité Ford contre Ferrari pour justement arriver au Mans 66, justement avec cette bataille avec la Ford GT40, une des voitures les plus mythiques de tous les temps, contre Ferrari, justement, avec quand même un casting assez fou, Matt Damon et Christian Bale. Donc quand même, on a un énorme casting et ça marche divinement bien. Vraiment, il est génial ce film. Il donne aussi d'énormes émotions. Mais pour le coup, comparé à Le Mans, il y a cette grosse touche hollywoodienne qui est très présente. Il y a cette grandiloquence-là hollywoodienne qui est présente. Mais c'est pas une grandiloquence hollywoodienne qui est mauvaise. Elle est très très bonne, cette grandiloquence hollywoodienne. Et James Mangold le réussit parfaitement bien. Et je tiens à lui tirer mon chapeau parce que je m'attendais pas à ça du film et j'en suis ressorti presque là, la larme à l'œil, avec l'histoire justement de Ken Miles, etc., de Carroll Shelby. Vous vous en doutez peut-être pour ceux qui ont vu le film, mais c'est une histoire à laquelle j'accorde pas mal d'importance et qui montre encore un autre point sur le sport automobile qui est important, c'est le perfectionnisme presque maladif d'un pilote de course, le fameux tour parfait, et c'est génial, avec une super musique, la réalisation elle est au top. Pas grand chose à dire sur Le Mans 66 à part d'aller le voir, il est super aussi, retranscrit parfaitement bien pour le coup. Comparé à Rush, c'est peut-être le point qui va différencier, c'est que de manière historique, Le Mans 66 est quand même beaucoup plus accurate de façon historique que Rush. Je parle plus dans la manière de retranscrire la rivalité entre deux personnes. Là, pour le coup, c'était entre deux marques, deux identités, que ce soit Ferrari et Ford. Dans Rush, c'est pas tout à fait exact. La rivalité entre James Hunt et Niki Lauda n'était pas aussi féroce qu'elle pouvait l'être, et surtout, elle était quand même cordiale et respectée, et respectable. Mais elle est encore devenue encore plus après l'accident de Niki Lauda, vous vous en doutez bien, ça c'était bien retranscrit. Comme l'a dit Niki Lauda, le film est à 80% réel, mais il y a 20% d'Hollywood. Voilà, c'est un peu exagéré, c'est un peu ces 20%-là avec cet effet de... On va donner un peu du sel, on va donner du gros sel sur cette rivalité-là, qu'il n'y a pas dans Ford et Ferrari, qui est un peu plus factuel pour le coup. Donc voilà, en tout cas c'est vrai que l'endurance est peut-être la catégorie de sport automobile qui se sort le mieux. Il n'y a que des films super, il y en a deux et ils sont tous les deux excellents. Donc bravo d'avoir fait ça. Ah non,
j'ai oublié un petit détail, c'est vrai que j'ai oublié ce dernier petit film, c'est Gran Turismo. Parce que oui, on peut le considérer presque comme de l'endurance, parce qu'il y a la partie endurance dans le film avec les 24 heures du Mans. Et lui, pour le coup, Gran Turismo, ouais, non, j'ai pas trop aimé le film. En fait, le film est vraiment bof. Pour pas mal de raisons. En fait, c'est un film extrêmement linéaire et cousu de fil blanc. Il est extrêmement prévisible, tout est ultra prévisible. Les personnages sont écrits de façon très prévisible, on comprend tout dès la première ligne, qu'est-ce qui va se passer, notamment le père qui n'accepte pas le fait que son fils fasse de la course virtuelle tout le temps, etc. Et qu'il faut qu'il trouve un vrai travail, etc. Bref, on sent que les relations sont les mêmes tout le temps, et le développement se fait assez naturellement. C'est pour ça que j'ai envie de dire que malheureusement, Gran Turismo souffre vraiment de cette prévisibilité, de cette linéarité-là, qui est un peu dommage, et surtout aussi, putain. Alors ça me fend le cœur, ça me brise le cœur, mais vraiment, le film me rend taré pour 2 raisons. La première, c'est que on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul putain de circuit qui existe dans leur monde, dans leur esprit à Gran Turismo. Ils n'en ont pas d'autres. C'est le Hungaroring. Donc Hungaroring, qu'est-ce que c'est ? C'est le Grand Prix de Hongrie à Budapest de Formule 1, qui a que généralement la Formule 1 et ses formes de promotion, donc la Formule 2 et la Formule 3. Et bien dans ce film, on conduit des Nissan GT-R, d'accord, sur ce circuit une fois, alors qu'on dit que c'est en Angleterre. Et puis on va dire que les 24 heures du Mans, c'est au Hungaroring, alors qu'il n'y a rien qui ressemble entre ces 2 putains de circuits. L'un est considéré comme le Monaco sans rail, et Monaco, comme Grand Prix, c'est littéralement le circuit le plus petit, c'est un des circuits les plus petits, et surtout extrêmement serré, fermé, et extrêmement technique, et qui n'est pas basé sur la ligne droite. Alors que le Mans, c'est littéralement l'inverse. Il y a 19 virages au Mans sur 3 km. Le Mans en a 30 sur quasiment 14 bornes. C'est pour vous donner un petit peu un esprit de comparaison, pour vous dire que comment tu peux adapter les 24 heures du Mans sur le circuit de Hongrie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, d'accord ? Et je trouve ça extrêmement dommage que le film n'a pas eu l'opportunité de rouler sur d'autres circuits, à part à un certain moment où on va en Autriche, à Dubaï, etc. Et c'est quand même fou quand même. Ils ont réussi à avoir d'autres circuits, mais pas ces circuits-là. Et les 24 heures du Mans, ils ont même pas réussi. Alors que, tiens, prenons l'exemple de Ford et Ferrari. Ils ont quand même réussi à répliquer parfaitement, quasiment parfaitement le circuit, à part à certaines zones, notamment la ligne droite des Hunaudières, qui pour le coup, à l'époque, n'était qu'une ligne droite et non pas 2 chicanes qui ont été rajoutées par la suite. Ils l'ont fait sur une route en Amérique, mais après le reste, tout est vraisemblable. Alors que dans Gran Turismo, il n'y a rien de tout ça qui est présent, malheureusement. Enfin, c'est que de la 3D, en plus pas très belle, et on sort complètement du film. En plus, tout est ultra prévisible. 3 ou 4 fois, on utilise la même façon narrative de terminer une course. C'est nul. Et c'est un peu malheureux. Voilà. Il est pas ouf Gran Turismo. Et en plus, c'est quand même un film basé, bien sûr, sur la promotion du jeu Gran Turismo, qui est super. Hein. Faut pas oublier, Gran Turismo, c'est cool. Hein. Jouer à Gran Turismo, c'est pas mal. Mais c'est dommage d'en faire un film comme ça, qui est assez prévisible, malheureusement. Et je m'attendais à mieux. Je m'attendais à beaucoup mieux de Gran Turismo. Et malheureusement, le film est pas fou, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, en tout cas. Mais regardez Ford et Ferrari, regardez Le Mans. C'est grandiose, c'est mucho bueno. Par contre, je suis obligé de vous parler du film du groupe B, Race for Glory. Parce qu'on va aller vite fait, hein, parce que il y a Driven et il y a Race for Glory. Driven, c'est vraiment la pire merde du monde en termes de film de nos monoplaces. Mais alors, le pire film en termes de voiture normale,
de voitures qu'on pourrait catégoriser de normales, donc avec 4 roues et surtout un habitacle, c'est Race for Glory, qui est à chier, alors que pourtant on parle quand même de l'une des périodes du sport automobile les plus folles, les plus dingues, les plus tarées de tous les temps, le fameux groupe B en rallye. Quand on parle de rallye, on pense tout de suite au groupe B, on pense tout de suite aux voitures, aux moteurs, où les mecs ils vont à 600 chevaux pour même pas 800 kilos, les 4 roues motrices, les 8 milliards de personnes sur la route, il n'y a aucune barrière, t'as des mecs qui meurent, aucune sécurité, aucune règle, etc. C'est ça le groupe B. Et bah dans Race for Glory, et ben on a rien de tout ça, aucune tension, quasiment aucune putain de course de rallye, ce qui est quand même assez dingue. La rivalité Lancia-Audi est absolument pas développée, et je vais vous dire même plus, si vous voulez voir quelque chose de meilleur et qui retrace extrêmement bien cette période-là de Lancia contre Audi en groupe B, regardez la vidéo YouTube de The Grand Tour Lancia contre Audi narrée par Jeremy Clarkson. Vous allez voir que vous allez adorer bien plus cette vidéo qui dure à peine 20 minutes que les quasiment 2 heures de cette bouse de Race for Glory. Parce que c'est une bouse, c'est à chier, c'est nul. C'est nul, il n'y a rien qui est bien retranscrit dans ce film. Et c'est putain de malheureux parce que le rallye, c'est quand même la catégorie de sport automobile peut-être la plus extrême. L'une des plus extrêmes en tout cas. Parce que c'est tellement pur et nature, parce que c'est... Il roule dans des chemins escarpés, en pleine nature, et sur différentes typologies, avec du public. Et rien n'est transcrit dans ce putain de film, quoi. Alors que le rallye, c'est quand même le truc où je peux me dire, putain, il y a tellement de bonnes idées à faire et tout, il y a tellement de sensations de vitesse que tu peux donner au rallye. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Et c'est malheureux. C'est très, très, très malheureux, malheureusement. Race for Glory, c'est pas bon. C'est mauvais. Il est pas bien, ce film. Il est mauvais. Donc voilà. Et en plus, il y a Daniel Brühl dans le film. Il y a Daniel Brühl. Le mec, il a joué dans Rush. Donc on se dit peut-être qu'il va être bien dans le film. En plus, il joue un mec de Audi et tout, avec encore une rivalité. On se dit, allez, on y croit. Il a quasiment aucune scène dans le film. Il n'est pas impactant, il n'y a rien. Le groupe B et même le rallye de manière générale n'est absolument pas desservi par des putains de films sur des bons films. Et c'est malheureux parce que c'est une catégorie qui est vraiment super et qui est vraiment sous-cotée, malheureusement, que je vous encourage à aller voir. Parce que c'est des filles, c'est des pilotes, c'est des tarés. C'est peut-être encore les plus gros, c'est encore peut-être aujourd'hui les pilotes les plus valeureux. Enfin, valeureux. Tous les pilotes de sport automobile sont valeureux, mais je dois dire à ceux avec la plus grosse paire de couilles, je dois dire que c'est peut-être les pilotes de rallye qui ont ça, parce que c'est indécent de faire ce genre de choses à de telles vitesses, et donc voilà, donc je veux pas en dire plus sur ce film. En tout cas, il est vraiment pas bien. Et maintenant on va un petit peu rentrer dans une catégorie un peu fourre-tout. Je vais rajouter 2-3 films, je vais pas m'étaler un peu sur les détails, mais voilà, c'est un peu des films particuliers parce qu'ils appartiennent à aucune case, en réalité, de sport automobile. On a tout d'abord le plus connu et qui est vraiment dans aucune case, c'est le film. C'est un film que j'adore aussi, qui est génial. C'est Speed Racer des sœurs Wachowski. Trop bien. Il est exceptionnel ce film. Tellement délirant, avec une imagination ultra débordante. Il est vraiment génial ce film, très très fun, très très cool, belle comédie. Les scènes d'action sont extrêmement explosives. Un peu le même défaut que F1, mais pour le coup, lui, c'est très justifié parce que dans le film, c'est tout le temps comme ça, c'est extrêmement énergétique. C'est dans la patte des sœurs Wachowski. C'est un film un peu sous-côté des films des sœurs Wachowski. Vraiment, Speed Racer, magnifique. Ça pète de mille feux, ça a tellement de couleurs. Il est magnifique ce film. Non, je vous encourage vraiment à aller le voir, s'il vous plaît. Speed Racer, c'est le meilleur film c'est le meilleur film annexe sur le sport automobile et de très très loin. Speed Racer, je vous le recommande tous à aller le voir.
Il est trop bien, on y passe un super moment. En plus, on parle d'une catégorie qu'on parle un peu moins, c'est vraiment le prisme de l'argent, de l'économie dans le sport automobile qui est extrêmement présent, du sponsoring, des entreprises qui veulent diriger et qui veulent diriger d'une main de fer un peu les pilotes, des fois, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, je trouve, un tout petit peu, et c'est fait d'une telle manière, et justement de garder l'âme pure, la passion de la conduite. Non, c'est vraiment très très bien Speed Racer. Et ensuite, je vous parlais de quelques films comme ça qui, en réalité, sont des films un peu annexes, notamment Need for Speed, qui, pour le coup, se laisse regarder. J'avais une appréhension immense avant de regarder Need for Speed, avec un Aaron Paul quand même, Jesse Pinkman qui fait de la course de rue, bon, mais le film ne casse pas trois pattes à un canard, mais je dois dire que quand même les scènes de course sont quand même vachement bien faites et vachement bonnes, et on y passe la majeure partie du film. Donc c'est bien, bravo, merci Need for Speed d'exister, même si en réalité, le scénario derrière, une feuille blanche, enfin c'est une feuille A4, peut-être une double page de feuille A4, pas besoin de plus. C'est plus que Le Mans, mais c'est assez cousu de fil blanc quand même, dans tous les cas. Mais ça casse pas trois pattes à un canard, c'est cool, quoi. Par contre, avant de me dire, oui, mais est-ce que t'as vu à contresens ? Non, je l'ai pas vu à contresens. Faut que je le regarde à contresens. Je sais, il faut que je regarde à contresens. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, il faut que tu regardes à contresens. Non, pas du tout, il y a personne qui me dit ça, mais il faut quand même que je le voie pour ma curiosité personnelle. Et enfin, le dernier gros point que j'ai envie de parler, c'est Fast and Furious. Mais oui, faut parler de Fast and Furious. Alors, je vais pas vous parler de tous les Fast and Furious parce que il y a jusqu'au 3, je dirais, voire le 4 grand max. Ça parle plus de sport de rue, de sport de voitures de rue, et après ça part que sur de l'action avec des bagnoles. Voilà, il faut faire la distinction. Et je dois dire que quand même Fast and Furious 1, c'est plutôt cool, vraiment bien. Et faut bien donner du crédit à cette saga, c'est quand même Fast and Furious 1, 2 et 3 sont des films plutôt ok. Surtout et notamment Fast and Furious 3 Tokyo Drift, et qui est largement le meilleur et qui est considéré comme un spin-off, alors que putain ce spin-off il est génial pour le coup. Le film qui a donné envie à beaucoup trop de gens de faire du drift, avec peut-être Initial D, qui, on n'en a pas parlé, mais que je vous recommande comme série d'animation japonaise. Vraiment un animé super, Initial D, où on est vraiment sur le Japon des années 90, avec justement les jeunes qui faisaient des courses de nuit à faire que des putains de drift et du dérapage, voire même sans phare de temps en temps. C'était des tarés à cette époque. Que je vous recommande énormément, Initial D, bien sûr. Hein, vous connaissez avec Déjà Vu. Voilà, pour vous donner une petite idée. Mais Tokyo Drift, c'est un super film complètement décomplexé, où on est, c'est très des années 2000 avec le drift et tout, les néons par-ci par-là. C'est trop bien Tokyo Drift. Fast and Furious 4, c'est pas bien, j'ai rien à dire, hein, c'est pas bien. Et ensuite, comme je l'ai dit, c'est plus des films d'action avec des voitures que l'inverse. Hein. C'est à partir du moment qu'on a eu The Rock, Dwayne Johnson, que s'en fout un petit peu du film, on s'en fout des voitures. Les voitures sont accessoires et c'est des films d'action pure. Voilà. Mais Fast and Furious, c'est pas si mauvais que ça. J'aime bien le premier. Pour son côté très course de rue, justement, un peu à la Need for Speed. Et là, c'est encore plus accentué. Le scénario est pas si dégueulasse que ça. Le 2 est une prolongation du premier en moins bien. Et le 3, il est génial parce qu'il sort vraiment des sentiers battus. On n'a même pas Vin Diesel. C'est le seul film où on n'a pas Vin Diesel. Et c'est bizarre que c'est le meilleur. Mais il est tellement original dans sa façon de faire. Il est complètement décomplexé. C'est pour ça que j'aime beaucoup le 3. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les films, en tout cas. Mais, comme je l'ai dit au début, il y a aussi les documentaires. Et les documentaires, je dois dire qu'il y en a beaucoup, qui sont très très bien. Je vous ai déjà parlé un petit peu de Steve McQueen, de Man et Le Mans. Je dois vous parler aussi de Closer to the Edge,
Closer to the Edge, qu'est-ce que c'est ? C'est un documentaire sur le Tourist Trophy. Alors, qu'est-ce que le Tourist Trophy ? C'est vrai que je vous avais pas parlé du Tourist Trophy, alors que pourtant... Oh non, 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 non. J'avais oublié le Tourist Trophy. C'est eux, hein, les plus grands gladiateurs. Là, c'est les plus grands tarés de tous les temps, le Tourist Trophy. C'est très simple. Vous voyez l'île de Man. Voilà. Vous prenez l'île de Man. Vous y faites une course annuelle qui doit faire 300 et quelques kilomètres. Le tour du circuit est de 20 kilomètres. Et donc, tu fais tout le tour de l'île. Et tu prends une moto. Et tu vas à, en moyenne, 320-330 km/h de moyenne. Avec des pointes à 360 en moto. Sur des routes ouvertes. Enfin, sur des routes ouvertes qui ont été fermées. Hein, accessoirement, hein, vous vous en doutez bien. Et à chaque année, il y a toujours des morts. C'est ça le Tourist Trophy. C'est des tarés qui sont en moto et qui vont à pleine balle dans des routes départementales, quoi. Et le documentaire Closer to the Edge montre à quel point ces gens sont des tarés et des fous. Mais en même temps montre à quel point ils sont passionnés et d'une force insoupçonnée, aveuglante presque. Parce que l'adrénaline est immense. Vraiment, Closer to the Edge, je vous recommande. En plus, c'est disponible gratuitement sur YouTube. Donc, je vous recommande d'aller le voir. Voilà, c'est gratuit sur YouTube, c'est sympa. Tout comme le documentaire suivant, One, qu'on va parler juste après. Closer to the Edge, vraiment, pour comprendre à quel point le Tourist Trophy est un univers à part entière et que les personnes qui y font sont complètement tarées, mais il y a un énorme respect, c'est plus qu'un énorme respect à ce niveau-là, et comprendre à quel point, pourquoi cette course leur tient à cœur. Il faut regarder ce documentaire et on va suivre justement un de ces pilotes-là en 2011 et on va suivre un peu et on va un peu suivre justement toute son aventure jusqu'à le Tourist Trophy, etc., ces différentes courses. Et c'est marquant, c'est impactant et c'est quelque chose qui vous laisse pas indifférent et qui vous fait prendre conscience que des fois on peut se poser la question, il y a une réflexion derrière de pourquoi ils font ça. Parce qu'on peut se demander pourquoi ils se font ça. Et Closer to the Edge peut te donner un peu la réponse. Comme je l'ai dit juste avant, je vais vous parler d'un autre documentaire qui est disponible sur YouTube, qui est One. Alors One, ça parle de Formule 1, bizarre, et ça va vous donner un petit peu une retranscription globale de ce qu'était la période de Formule 1 des années 50, 60, 70, 80, 90. Et surtout à quel point c'était dangereux et extrêmement dangereux. Voilà, hein, c'est raconté par les pilotes des F1, par des pilotes des F1. Et pour le coup, ça vous fait comprendre que ces pilotes-là sont des gladiateurs nés. On le comprend très 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 vite et très très bien à ce moment-là. Et c'est un documentaire que je vous recommande tous d'aller voir, qui est un documentaire un peu primordial pour ceux qui veulent vraiment comprendre un peu l'histoire de la F1. C'est vraiment un documentaire qui vous est adressé complètement. Comparé un peu à Drive to Survive, qui certes est un documentaire qui rentre dans le cercle des gens, dans le prisme de la F1, pas des gens mais des pilotes. C'est un peu romancé, c'est très romancé un petit peu, c'est très dramatisé dans Drive to Survive, notamment à partir de la saison 3. À partir de la saison 3, ça part en couille, quoi. Mais la première saison est plutôt cool, la saison 2 aussi n'ont pas cet aspect ultra dramatisé que a Drive to Survive depuis la saison 3. Voilà, c'était mon petit point de Drive to Survive. Mais One est vraiment un très 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 beau documentaire que je vous recommande tous d'aller voir pour comprendre la F1, l'histoire de la F1 et ses côtés un peu plus sombres et un peu tragiques. Parce qu'il y a énormément de côtés tragiques et comprendre à quel point, pourquoi à cette époque-là, on les appelait les gladiateurs, tout simplement, modernes. Il y a d'autres documentaires, il y a énormément de documentaires qui existent, notamment sur la Formule 1, j'en ai vu énormément. On va parler du plus connu, Senna, du documentaire Senna qui a gagné un Oscar. Bon, qui parle de la rivalité, qui parle pas que de la rivalité Prost-Senna, qui est la plus grande rivalité de tous les temps de Formule 1, mais qui parle de l'histoire de Ayrton Senna, l'un des plus grands, si ce n'est pour certains le plus grand pilote de tous les temps qui existe.
C'est à discuter, hein. On peut rajouter des Fangio, des Hamilton, même aujourd'hui, des Schumacher, mais évidemment. Mais ne pas oublier aussi Prost, qui peut être aussi dans la discussion, hein, des plus grands pilotes de tous les temps. Peut-être même des Verstappen dans quelques années pourraient rentrer dans cette discussion aussi. Donc voilà, hein, c'est Ayrton Senna et quand même Jim Clark, voilà, ne citer que. Mais c'est quand même pour vous dire que oui, il faut regarder ce documentaire à tous les impérativement. Le documentaire Senna est obligatoire à aller voir. C'est un immense documentaire qui est super, qui est pas parfait pour plusieurs raisons. Enfin non, pour une grosse raison qui est pas parfait, c'est le traitement qu'on fait de Prost dans ce documentaire. C'est un peu le côté extrêmement biaisé du documentaire, hein, qui donne une image de Ayrton parfaite, alors qu'il n'est absolument pas parfait. Hein. C'était un homme assez qui avait des côtés sombres. Enfin, pas sombre dans le sens il a eu des affaires, etc. Non. Mais sombre dans lequel où c'est pas quelqu'un de tout gentil, tout mignon et qu'il était guidé par la volonté de Dieu, même s'il l'était. Mais il avait des côtés un peu plus politiques, un peu plus manipulateur, on va dire, un petit peu pour avoir toutes les bonnes choses de son côté. On a donné le mauvais rôle à Prost, hein, on disait c'est lui le calculateur, le manipulateur, etc. Alors qu'en réalité c'est beaucoup plus nuancé. C'est pour ça que cette rivalité est exceptionnelle, hein, d'ailleurs, hein, cette rivalité Prost-Senna, hein, on a fait un film sur la rivalité Lauda Hunt. Mais alors si on fait un film sur la rivalité Prost-Senna, Rush pourrait être mis aux oubliettes. Hein, parce que cette rivalité-là a une tension, une dramaturgie. Il est fait pour le cinéma. Et personne ne l'a encore adapté. Il a été fait en série, avec la série Senna sur Netflix, qui est ok, mais que j'en parlerai pas trop parce que pour le coup, elle n'est pas si incroyable que ça. Et le fameux documentaire Senna qui est vraiment super, mais comme je l'ai dit, qui est un peu trop biaisé et qui donne une image de Ayrton extrêmement positive, alors qu'il avait quand même des points un peu plus sombres, on va dire, et j'aurais bien aimé qu'on en discute un peu plus dans ce documentaire-là, mais il mérite parfaitement son Oscar. C'est une évidence, et c'est une évidence parce qu'il nous fait comprendre tout le personnage, toute la mystique du personnage de Ayrton Senna, qui est un des pilotes les plus mystiques de la Formule 1, voire même du sport automobile tout court. Il a vraiment quelque chose à lui, une aura à lui qui est transcendantale. Enfin, d'autres documentaires aussi que je vais vous parler. Il y a le documentaire aussi Schumacher, hein, qui est un peu sur la même veine que Senna, mais qui est moins bien. Il est vraiment très très cool aussi, mais voilà, on parle vraiment de toute l'histoire de Schumacher, hein, de ses débuts jusqu'à son accident à Méribel en 2013. Et il est assez émouvant, poignant, justement, vers la fin. Donc j'ai pas grand chose à dire, c'est aussi un excellent documentaire qui retrace la vie de Schumacher, l'un des autres pilotes qu'on pourrait associer à l'un des plus grands de tous les temps. Il y a aussi le documentaire un peu plus récent, fait par Keanu Reeves, qui est un énorme fan de sport automobile et surtout de Formule 1, avec l'histoire de Brown GP, hein, qui est un peu un conte de fées, hein, qui va nous parler de la saison 2009 de Formule 1, que je vous recommande absolument aussi d'aller voir, qui est sur Disney+. Voilà, pour info. Et je crois que d'ailleurs Keanu Reeves va faire encore une mini-série comme ça sur, je sais plus sur quoi exactement il veut faire, je sais pas trop, mais il veut refaire ce genre de série, et moi je suis très très pour parce qu'elle est vraiment excellente, donc je vous recommande. Il y a aussi un documentaire, un film documentaire, bon pour le coup que je n'ai pas regardé, réalisé par un certain Roman Polanski, Weekend of the Champion, avec Jackie Stewart, aussi une autre légende de la Formule 1. Mais si vous voulez voir un autre documentaire et qui pour le coup n'est pas problématique, je vous conseille énormément le documentaire Canal+, sur Jackie Stewart, hein, c'est très simple, vous allez sur Canal+, et vous mettez le documentaire de Jackie Stewart, il est extraordinaire, j'ai pleuré à la fin un petit peu aussi, parce qu'on va parler d'un personnage assez très important de la Formule 1, c'est lui qui va vraiment être l'ambassadeur de tout ce qui est la sécurité, parce que c'est l'un des tout derniers pilotes, hein. Alors même peut-être le dernier pilote des années 70 à être encore en vie aujourd'hui. Il a connu tous ses amis morts, que ce soit en piste ou en dehors, et à un moment il en avait marre, il a un peu craqué,
c'est un peu le personnage de Jean-Pierre Sarti dans Grand Prix. Un petit peu, pour vous dire un petit peu ce que c'est. Mais non, Jackie Stewart, c'est un immense personnage et qui est très très touchant et attachant. Et je vous recommande justement ce documentaire Canal Plus, en tout cas, que vous pouvez retrouver. Je n'ai plus le nom en tête là, mais il est assez long en plus. Donc, vous faites vos propres recherches et vous le trouverez facilement. En tout cas, je l'espère. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Tous les points que je voulais parler. Voilà, je vous ai parlé d'un florilège de films sur le sport automobile. Alors, à la base, ça devait se faire avec un invité, mais on se le réserve. On se le réserve pour la saison 2 de leur hors-série sur le sport automobile. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié de faire cet épisode. En tout cas, de vous parler de plein de films, plein de documentaires sur le sport automobile, qui est une de mes passions aussi. Voilà, je vous le dis. Et sur ce, je vais vous dire à plus tard, parce que il faut que je prenne une pause. Voilà, ça fait plus d'1 an que je fais ça sans pause, sans relâche à travers le projecteur. Je vous en remercie beaucoup de votre soutien et de vos écoutes, en tout cas. Et ça clôture un petit peu cette première session qui était super, en tout cas. Mais j'ai besoin d'un peu de repos, un peu de temps off, s'il vous plaît. Un peu comme les cartons, j'ai besoin d'un peu de temps off, s'il vous plaît. Accordez-moi ça. Ça va me faire un peu du bien de pouvoir faire un peu autre chose et de me recharger les batteries, en tout cas. Mais en tout cas, c'était vraiment super. Je remercie déjà tous les invités qui sont venus dans le podcast, en tout cas, et qui ont accepté de se prêter au jeu du podcast à travers le projecteur. Je vous en remercie tous. Bravo. Je ne pensais pas vraiment que les gens allaient accepter de se prêter au jeu, et au final, ce fut génial, et j'ai envie de continuer à faire ça et peut-être d'étendre encore plus loin ce projet de ce podcast à travers le projecteur. Mais voilà, je dois dire quand même merci à vous, en tout cas de votre soutien. Et voilà, j'ai juste besoin d'une petite pause. Vous en doutez, c'est un peu les vacances, etc. Donc on va laisser ça de côté un petit peu. On va revenir frais pour une date très spéciale, en tout cas pour moi, en tout cas. Vous allez comprendre, en tout cas pour le premier épisode de la saison 2, qui arrivera du coup dans un mois. Dans un mois, il arrivera cet épisode. Donc profitez bien de vos vacances, en tout cas si vous en avez. Moi j'en ai pas trop, mais je vais en profiter quand même de ce moment de pause pour me recharger les batteries. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.